Ellie, je fais de la basse dans Endless Dive, un groupe de rock instrumental. On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 2. Sinon, à côté de Endless Dive, je fais autre chose qui n'a rien à voir. Je suis assistant social dans l'enseignement. Pour l'instant, je combine avec ça. Le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau de Housebreaker, qui est un groupe belge, qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, n'existe plus, je pense, ou du moins, ils font plus rien. C'est un groupe qui fait partie en fait du collectif Church of Ra, dans lequel il y a Amen-Ra. Et j'ai choisi un morceau de leur deuxième album. C'est le morceau The Abyss Looks Into Me. C'est marrant parce que quand j'ai réfléchi à un morceau que je trouvais fou, c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est peut-être pas le morceau qui représente le plus, en tout cas ce que j'écoute à l'heure actuelle, parce que Housebreaker c'est un groupe plutôt métal, assez particulier, comme ça un peu black metal, mais avec des influences un peu chaotiques, un peu punk. Et c'est vrai que comme à l'heure actuelle, moi j'écoute beaucoup de rock psyché, enfin des trucs très très loin de tout ça. Mais après je me dis que c'est peut-être pas étonnant, parce qu'effectivement moi, mon entrée dans la musique ça a été beaucoup par le métal en fait. Je me souviens, j'avais peut-être 13 ou 14 ans, et c'était première moitié des années 2000 là, et à l'époque moi quand j'étais en secondaire, tous les mecs cool c'était les mecs avec des longs cheveux qui avaient des t-shirts de Korn et Limp Bizkit et System of a Down, tout ça. Et donc je me vois encore gamin me dire waouh, ça a l'air super chouette. Et il y a eu toute cette passe néo-metal, puis après j'ai grandi un peu je suis passé au métal plus extrême, et puis bon après en grandissant et puis en faisant de la musique moi-même, ça m'a ouvert vers d'autres choses. Mais du coup je me dis ouais, c'est peut-être pas anodin que j'en sois arrivé à Housebreaker dans ma tête, parce que c'est quelque chose qui fait partie des influences quoi. C'est aussi sans doute parce qu'en fait ce groupe Housebreaker, je les ai découverts pour la première fois en live. Je connaissais le nom, je savais que c'était sympa, mais j'avais jamais vraiment jeté une oreille. Et je me souviens aller à ce concert, et puis ça démarre, et tu sais, c'est ce genre de moment, ce genre de concert où tu y vas un petit peu sans savoir à quoi t'attendre, et puis tu te prends une bonne surprise, et d'un coup, dès la première minute, tu te dis waouh, il est en train de se passer quelque chose, je suis en train de voir un groupe incroyable. Il y a une chanteuse dans le groupe qui est très très charismatique. Elle a une façon d'être sur scène qui est très prenante. On sent qu'elle vit profondément ce qu'elle fait. Et en plus, à l'époque, quand je les ai vus, c'était pas encore hyper connu. Ils jouaient encore à même le sol. Je me suis retrouvé vraiment même pas 2 mètres. Je devais vraiment être 1 mètre d'elle. Et donc, il y avait cette énergie comme ça qui passait. Et du coup, ils en arrivent à ce morceau que j'ai choisi, The Abyss Looks Into Me, que j'avais jamais entendu. Et il y a un moment dans ce morceau où t'as comme ça un accord de guitare qui sonne, puis qui s'estompe. Et il y a ce passage très très doux, très lent, comme ça, avec un tempo très lent, où t'as une guitare qui fait des petits arpèges, vraiment doucement, avec une genre de reverb très room. Enfin, pour ceux qui voient pas ce que c'est la room, c'est cette espèce de reverb très naturel qui sonne un peu comme si tu jouais dans une pièce qui résonne. Et puis la chanteuse qui, au départ, elle chantonne, c'est presque un murmure. Et puis ça monte un peu crescendo, elle finit par chanter tout doucement. À la fin, elle se met même par hurler. Mais déjà, c'est assez surprenant parce que en tout cas, quand tu écoutes cet album-là d'Housebreaker, en général, le chant, la plupart du temps, c'est très crié, c'est très black metal comme ça. Du coup, à un moment, l'entendre murmurer, chantonner, c'est assez surprenant parce que tu t'y attends pas. Ce passage est comme ça très très vide et très fantomatique. Quand tu écoutes le son dans le mix, c'est très bien fait parce qu'elle est très en retrait comme ça, c'est très éthéré, j'ai envie de dire le mot éthéré, c'est ce qui correspond, c'est ce que ça me renvoie comme image. Et du coup, ouais, après elle se met à chantonner, il y a des petits coups de ride qui se rajoutent dans mon souvenir. Et il y a un moment, c'est ce moment où elle se met à hurler, mais elle hurle alors que dans le fond, il y a juste une petite guitare, c'est tout, ces petits coups sur les cymbales. Et vraiment, son cri, il emplit l'espace. Je me souviens que l'avoir vu en live, sans m'y attendre en plus,
et d'avoir me retrouver en face d'elle qui hurle cette trip. Et je me vois encore dans cet endroit où c'était d'une puissance incroyable. Et puis il y a ce moment complètement fou où d'un coup il y a des énormes coups sur les tomes de la batterie, boum, et là ça repart. Et ouais, j'ai eu des frissons, quoi. C'est le genre de moment où sur l'instant même, tu te dis, ok, je suis en train de vivre un truc vraiment spécial. C'est assez drôle aussi parce que ce passage, ça m'évoque beaucoup ces moments que tu partages avec les gens. Parce que j'y étais avec Nathan, le batteur de Endless Dive, du coup. Et c'est un moment dont on a parlé souvent, même après, des années après, ça nous arrive de se dire, ah, tu te souviens quand on a été voir Housebreaker, il y avait ce truc-là. Et je pense que sans doute d'une manière qui nous est propre, mais on a dû vivre un peu la même chose au même moment. Et c'est un truc qui nous est resté. Et ça, je trouve ça chouette aussi parce que c'est aussi un morceau qui me rappelle un instant précis et quelque chose que j'ai partagé avec quelqu'un. Je trouve que ça résume bien ce qu'est la musique, à mon avis. C'est cette espèce de partage d'émotions, ce truc que tu sais pas expliquer, mais qui fait qu'au travers de la musique, tu reçois quelque chose, une intention, et tu la reçois, et toi-même, en la percevant, tu émets quelque chose qui repart en retour vers l'artiste, et t'as cette espèce d'émulsion incroyable, qui est super compliquée à avoir. Enfin, moi, je sais que quand je monte sur scène, ça m'est pas arrivé souvent, et les quelques fois où j'ai pu vivre ça, j'ai trouvé ça fou. Et c'est vraiment cette espèce de moment précieux que tu essayes d'aller chercher, qui est pas toujours facile à avoir. Mais quand tu l'as et que tu as cette sensation que le public comprend vraiment ce que tu es en train de faire, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce passage, parce que ça m'évoque vraiment ça. En fait, suite à ça, je les ai vus de nombreuses fois en live. C'est un groupe que j'ai vu plein de fois et qui était très très bien en live. Et c'est vrai que c'était un moment particulièrement intense à vivre en live, même si sur l'album il me le fait aussi, mais peut-être qu'il me le fait parce que justement ça active ma mémoire et que ça me lie à cet instant que j'ai vécu. Maintenant, sur cet album, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté, au niveau de la prod, je serais curieux de voir comment ils ont fait ça, mais cette espèce de reverb room sur la guitare que je trouve génial. Je sais pas comment ils ont fait. Maintenant, voilà, sur l'album, c'est ça aussi qui est chouette dans la musique, c'est que forcément c'est une autre approche. Le studio, le live, c'est pas la même chose. Je l'écoute aussi d'une manière différente parce que quand t'écoutes l'album, je m'attends pas à la même chose qu'au live et t'as une oreille différente, quoi. Ça, c'est un truc d'ailleurs qui s'apprend parce qu'au début, moi, quand j'ai démarré dans la musique, le live, le studio, et à force, tu comprends qu'en fait, c'est pas le même boulot et c'est pas la même intention. C'est sûr que le live est beaucoup plus porté sur quelque chose de très brut que tu renvoies. Ce qui est très intéressant, musicalement parlant, dans ce passage, en termes d'intensité, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en fait, l'intensité, c'est ce qui te permet un peu de contraster ton morceau finalement et de faire en sorte que tu joues pas de manière trop linéaire, comme si tu étais sur une autoroute et t'es parti. C'est quelque chose qui est assez fréquent quand tu démarres dans la musique et que tu t'y connais pas trop, c'est que t'as tendance un petit peu à jouer ton truc et tu fais surtout gaffe à être propre et à être carré. Et t'en oublies parfois le fait de contraster ce que tu fais. Et c'est vrai que ce pourquoi peut-être aussi ce morceau m'a attiré, c'est parce que d'avoir mieux compris ce que c'était gérer l'intensité dans une chanson, c'est vrai que mon oreille a peut-être un peu évolué et quand j'écoute des choses, c'est quelque chose que je prends en compte alors qu'avant je le prenais peut-être pas forcément en compte et je me dis ah ouais, il y a un chouette travail sur comment ils ont amené les choses, comment ils ont fait monter les choses. Et c'est quelque chose d'ailleurs avec le groupe l'intensité, c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé quand on a fait des pré-prod avec Amaury Sauvé du coup, qui est un producteur français qui bosse avec Birds in Row notamment. Et il nous a beaucoup aidé à travailler là-dessus. Il nous a aussi un peu poussé à visualiser notre musique et du coup on a appris notamment à faire des graphiques où tu peux, là on utilisait des codes couleurs pour le coup, mais bon tu peux faire ce que tu veux et on a codifié en se disant ok, quand c'est rouge ça veut dire que l'intensité est relativement forte, bleu c'est que c'est plus chill. Et bon, bien sûr, il faut pas s'en tenir qu'au graphique parce que faire du son, c'est pas faire des graphiques, mais visualiser ce que tu veux faire. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, si à un moment donné dans la chanson,
tout le monde dans le groupe est raccord et sait, ok, là on doit jouer une intensité comme ça, ça te permet d'être tous raccord sur l'énergie que tu veux mettre dans le morceau et de du coup mettre du contraste et de pouvoir avoir ce truc d'ascenseur un peu émotionnel. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pensé à ce morceau, parce que c'est vrai que maintenant que je le réécoute, j'ai cette approche de me dire ah ouais, ils ont pensé à ça. Et ouais, c'est intéressant. En préparant un petit peu ce podcast, du moins en me disant ok, je vais présenter cette chanson, il faut que je l'aille la réécouter et que je creuse un peu, ça m'a permis de découvrir le message derrière que j'avais jamais trouvé, parce que la chanson s'appelle du coup The Abyss Looks Into Me, donc les abysses regardent en moi. Et en fait, en chipotant, j'ai découvert que c'est une phrase de Nietzsche, le philosophe allemand. Et dans son ouvrage, que je n'ai pas lu, Par-delà le bien et le mal. Et en fait, dans son bouquin, il dit à un moment, quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir un monstre soi-même. Si tu regardes dans l'abîme regarde aussi en toi. Et donc c'est ce côté de finalement, si t'as ta tête dans quelque chose, ça peut avoir un peu un effet de feedback finalement, et ça te retombe dessus. C'est un peu, pour faire un lien avec par exemple mon job d'assistant social qui n'a rien à voir, mais si tu lis un bouquin de psycho, genre de la psychopathologie, tu vas avoir ce truc de plus tu t'intéresses à la psychopathologie et plus souvent ça te retombe dessus, et plus tu le lis et tu te dis toi-même, mais en fait, est-ce que je suis pas un peu comme ça ou comme ça moi aussi? Et c'est un peu ça finalement. Et c'est intéressant parce que du coup la chanson dans l'album juste avant s'appelle As I Look Into the Abyss. Donc ils ont repris tel quel. Alors pourquoi ils ont fait ce lien, je sais pas. Est-ce qu'ils ont lu Nietzsche, j'en sais rien. Mais du coup c'est intéressant parce qu'en plus j'avais jamais compris qu'il y avait une profondeur un peu philosophique au morceau en plus. Vous êtes un groupe instrumental. Du coup, quand t'écoutes des chansons, tu fais quand même gaffe aux lyrics ou c'est vraiment secondaire? J'y prête attention, mais dans un deuxième temps souvent. C'est pas la première chose qui me marque. Je vais avoir tendance vraiment à écouter pour une recherche des sonorités, de rechercher une émotion. En tout cas, c'est ça qui va m'accrocher en premier lieu plus que les paroles. Et souvent, les paroles, j'y viens après. Et si je trouve qu'en plus le texte est génial, alors c'est tant mieux. Maintenant, je pense qu'un message peut transparaître aussi au travers du son en fait. Est-ce que t'as vraiment besoin de lyrics? Je sais pas. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est ça qui est génial dans la musique, c'est l'interprétation que les gens font et le fait que t'as une liberté d'interprétation. Parce que j'ai déjà vu des commentaires, par exemple, de nos albums sur YouTube, j'en sais rien, où les gens mettent ah ouais, telle chanson, je suis sûr qu'ils ont écouté ça, ou ils se sont dit tel truc, et on se dit pas du tout. Mais du coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait les gens ils se font un petit peu, ils se font leur propre opinion, ils se font un imaginaire autour de ce que t'as fait. Mais je trouve ça bien parce que c'est le but. Moi je me dis tant mieux, au moins ça leur a fait. Ils ont rêvé en l'écoutant, ils se sont imaginés des choses et puis. Mais ouais, on a toujours été plus dans la suggestion que dans l'imposition d'un message quoi. Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau ? On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com/@thismomentpodcast. Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra Maya Jmiazelama, je suis DJ. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.